Bonjour et bienvenue pour le Gallicast épisode 184. Je suis avec Marie. Bonjour. Comme d'habitude. Et aujourd'hui nous allons parler d'un épisode très important pour la saison 1 puisqu'il s'agit de l'épisode d'Alec. Mais d'abord nous allons faire les news. Donc je commence avec la révélation d'une plaque bleue dédiée à Patrick Troughton. Donc pour si vous ne savez pas, les plaques bleues, ce sont des petits, des mini-monuments qui sont disposés sur les façades de maisons en général, ou en tout cas les façades du bâtiment en Angleterre, pour rendre hommage à soit un événement qui s'y est passé, soit une personnalité qui soit est née, soit a vécu dans cet endroit. C'est quelque chose de payant. Tout à fait, oui. C'est quelque chose que tu peux faire la demande en fait toi-même, tu peux payer directement pour placer une plaque bleue en fait. D'ailleurs, et là, ici c'est la Doctor Who Appreciation Society, pardon. La DOAS. La DOAS, voilà, qui en a fait la demande, comme c'est souvent le cas pour les plaques reliées à Doctor Who. Ouais, je crois. Oui. Et donc ici c'est une plaque dédiée à Patrick Troughton. Elle a été dévoilée donc, et elle est sur le mur du théâtre qui porte son nom à l'intérieur de son ancienne école primaire. Donc c'est à Mill High School, dans le nord de Londres. Il faudrait qu'on y aille. Ah oui, si c'est pas trop loin. Ah, c'est le nord de Londres, si, ça doit être loin. Il y était élève à partir de 1931. C'est dingue. C'est dingue. Alors la plaque a été dévoilée en présence de deux de ses enfants, Michael et Johanna. Et aussi en présence de plusieurs de ses amis, y compris Sylvester McCoy, donc le 7e docteur, Fraser Hines, Oui. Ah, évidemment, ça m'aurait étonné qu'il n'aurait pas été là. Ça aurait été étonnant. Caroline Ford, Sophie Aldred, ainsi que d'autres personnalités. On a tendance à l'oublier, mais ouais, Caroline Ford qui est quand même avec... Enfin, elle est là depuis le début de Doctor Who, elle est toujours en vie. Hein. Ah oui, dingue, hein. Ça fait partie des très anciens compagnons. Alors... Dans les autres news, il y a beaucoup de news en fait, parce qu'on en a Pour pas une fait fois. beaucoup au dernier précédent Mais il n'y en avait Gallicast, pas beaucoup qui étaient sortis aussi. Ouais, il y en a eu un peu plus. Je crois que celle-là était déjà sortie, c'est juste qu'on l'avait zappée. Non, moi je ne pas dans mes souvenirs. Il y avait une autre plaque qui avait été inaugurée aussi. On avait parlé du Blu-ray de la saison 20, tu vois. Oui, tout à fait. Donc, ouais. Et du décès de John Nettleton. Il me semble, oui. Ah oui, tiens, on n'a pas parlé des novelisations, je vais rajouter parce que je viens juste de le voir. Les 3 spéciaux seront disponibles l'année prochaine, en début d'année prochaine normalement, ou fin d'année 2023. Non, janvier 2024, je vois. Les 3 spéciaux seront novélisés par Gary Russell, Mark Morris et James Goss. Donc pas les auteurs du scénario, puisque c'est Russell T. Davies qui les écrit, je crois, les 3. D'accord. Et ça peut être intéressant parce que parfois une autre personne peut avoir un autre regard sur la même histoire. Russell T. Davies a dit que ce serait les versions complètes avec tous les dialogues supprimés, toutes les scènes coupées. Et puis être scénariste n'est pas être écrivain. Exactement, même si apparemment il est très bon parce que je l'ai d'ailleurs mais je l'ai toujours pas lu, mais celui qu'il a fait pour Rose apparemment est bien. Ok. Il avait peut-être d'autres travail à faire. Oui. Pour la petite anecdote, je sais pas que je suis un peu partagé sur l'idée de sortir d'une novélisation, mais en fait, à l'époque où ça sortait dans les Targets, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de voir des épisodes, alors que maintenant, c'est vraiment, il faut qu'il y ait une plus-value, quoi. Donc, comme Rose l'était d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, mais Russell T. Davies a l'air de dire qu'il y aura plus. Eh ben ça, c'est bien ça. Alors, on continue du coup avec la sortie du Doctor Magazine 593. Ouais. Tu veux que je fasse le résumé ? Allez, vas-y. Je le découvre en même temps. Donc, en couverture, nous avons David Tennant qui a les cheveux roux. Oui, je pense que ça a été pris pendant la promo de Good Omens en fait. Possible. Et Donna Noble qui a aussi les cheveux roux. Oui, non, pas le même roux. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, donc ils ont un article dessus. Un article, une interview, voilà, c'est ça. Apparemment, dans l'interview, parce qu'il est déjà sorti, hein, donc il y a des trucs qui disent que Donna Noble, enfin Catherine Tate est très mauvaise avec Internet. Hein. Ah oui, ok. Et apparemment, elle connaissait pas grand-chose de Doctor Who aussi. Ah oui. Dans les autres articles, on a une interview de Janet Finning, Sarah Sutton et du écrivain-directeur du mini-isode The Passenger, qui était le mini-isode pour la promo du
coffret de la 20e saison, du coup. Ouais. Voilà, c'est ça. On a eu encore une lettre du showrunner, parce qu'il écrit une lettre à chaque... Ah oui, maintenant, voilà. oui. Toujours le classement des épisodes du 60e anniversaire. Donc là, ce sont les analyses des 10e et 11e docteurs, apparemment. Il y a un article sur les sur le script éditeur Andrew Cartmel. Non, c'est... Quoi? Ah oui, c'est Andrew Cartmel, oui. Ouais, il parle de sa période. Oui. Ouais, après, c'est des différents articles, je dis principal, voilà. On va aller bientôt à Paris. Donc Oui. ça veut dire que je vais pouvoir le récupérer. Oui, on va Donc, enfin les avoir. Ouais. Bon, ça va, on les récupère assez régulièrement. Ouais, quand même. Tu nous parles du Sonic? Ce Sonic, il a fait le tour du web. Il a fait le tour du web parce que donc Character Toys UK a sorti pendant le Comic Con un tout beau, tout nouveau. D'ailleurs, il a été révélé en fait au Comic Con le tournevis Sonic que Tennant utilisera pendant les 3 spéciaux, a priori. Toi, tu l'aimes pas? Bah, il fait trop mix-up. Après, il est pas laid, il est beau. Je suis pas très fan. Mais il n'est pas moche. J'aime bien son côté cruciforme. Mais son côté trop autoréférencé. Voilà. En fait, moi, je trouve que maintenant, ils sont trop designés. Tu sais, ils sont trop complexes. Réfléchis, ouais. Ils sont trop réfléchis. Enfin bref, il a été annoncé donc à la Comic Con. En 8 heures, il a été vendu hors stock sur le site. Oui. La version qui a été vendue à ce moment-là était une version exclusive au site. En plus, le Character Toys n'avait pas été très clair si il y avait une autre version qui allait sortir. C'est le cas. Ils ont annoncé qu'une autre version moins complexe allait sortir plus dans les magasins. Plus jouet, quoi, et Voilà. moins truc de collection. Parce que celle-là, en fait, c'est une exclusivité à Internet. Il y a des gens déjà qui se plaignent du fait qu'il n'est pas très solide. Mais, apparemment, tu peux changer la couleur de la lumière. Donc, il y a un mode rouge, il y a un mode bleu. Le mode orange aussi? Il y a un mode orange de Jodie. Oui. Et il y a un mode vert. Ok. Donc, il y a les 4 couleurs. Donc la version qui sortira dans le commerce, a priori, je pense qu'il n'y aura pas le changement de couleur, il y aura peut-être moins d'effets sonores. Et il n'y aura pas cet effet chromé en fait, je pense. Ah oui, moi oui, je suis à peu près sûr que c'est plastique. Ouais. Alors, Character Toys dit qu'il y a un autre stock qui va arriver sur le site, donc peut-être qu'il sera encore disponible, on pourra encore l'acheter dans quelques mois, mais ils ont dit que c'était pas pour tout de suite, il fallait le temps que ça se fasse. Mais grosso modo, tout leur stock s'est écoulé en moins de 8 heures. Et devine quoi, tu en trouves plein sur eBay. Ah bah c'est bizarre. C'est bizarre. Oh oui. Mais il y a Pauline de la Peppa Team qui s'est vachement plaint sur ça. Eux, ils ont réussi à le commander, je crois. Parce qu'en réalité, le gros problème, c'est les frais de port qui sont abusifs. Oui. Et pour éviter les scalpers, donc ceux qui en achètent en masse et qui revendent en masse, ils ont fait en sorte de limiter le nombre de... Non, ils ont demandé, ils n'ont pas limité en fait, parce que de toute façon il est déjà hors stock. Ouais. Mais il y avait plein d'anglais qui demandaient, mais faites en sorte qu'on puisse en acheter qu'un. Ouais, mais comme elle disait sur Twitter, quand on est en France, c'est bien de pouvoir en acheter plein pour plusieurs personnes, comme ça fait réduire les frais de port et les frais de douane aussi, parce que effectivement, faut pas oublier la douane. Et donc, effectivement, actuellement, ce tournevis Sonic, c'est un peu les controverses encore. Parce que, encore une fois, et c'est vrai que c'est le cas, et de toute façon, ça va être le cas avec d'autres produits dérivés, parce que ça touche aussi les Canadiens et les Australiens, cette histoire de Sonic. Encore une fois, tu as l'impression que la promotion et les produits dérivés sont purement pensés que pour les Anglais, quoi. On parle de Magic the Gathering ou on ne parle pas de Magic the Gathering? On va rapidement parler de Magic, je pense. Mais encore une fois, on se retrouve avec des produits dérivés qui semblent être tournés à l'international, alors qu'en fait, c'était pas en Angleterre. Voilà, et c'est un peu dans le... tu vas parler des vinyles d'abord? Oui, je vais quand même parler des vinyles. Donc, The Tom Baker Record Collection. Donc, il s'agira d'un coffret vinyle reprenant 4 LP, donc long play, 33 tours pour nous francophones. Qui reprend les audiodramas avec interview d'ailleurs, racontés par Tom Baker de plusieurs histoires de sa période, notamment Genesis of the Dalek. Qui est la version vinyle, qui n'est pas la même que l'épisode. Non, tout à fait. Et on l'a déjà.
Doctor Who and the Pescatons, qui était aussi déjà sorti. Ouais, on n'a pas acheté c'était un Record Store Day, on l'a Voilà, pas on acheté. l'a pas acheté. On a Exploration Earth et the Time Machine. C'est des interviews, Voilà. il y a une petite histoire en fait. Voilà, une mini-histoire et des interviews. Et le dernier LP, c'est State of Decay. Je sais pas quelle version c'est, donc je ne Voilà. sais pas dire. Donc il s'agira de... J'aime beaucoup la couverture. Ah, le coffret est super Le beau. coffret est très, Je crois très qu'il beau. il est limité par contre. C'est possible. Alors d'un côté, il y a Tom Baker, de l'autre, il y a les Daleks. Chaque disque est dans son propre sleeve, ce qui est logique, mais le sleeve est très designé, j'aime beaucoup. Je dirais pas pop art, mais c'est pas le moment. Ouais, bah ça fait années 70. Hein. Ouais. Et il y a... il sera signé par Tom Baker. Il y aura une carte dedans signée par Tom Baker. Et chaque disque aura une couleur différente. Le disque même sera pressé avec des couleurs différentes. Il y aura orange, vert, bleu et rouge. Ensuite, il sort le 15 septembre. Voilà. Parfait. Je sais pas si on l'achètera parce que les coffrets vinyles, moi, on aime bien ça, mais c'est juste que souvent c'est cher pour ce que c'est. Oui, après ça peut devenir un investissement parce qu'en fait, tu sais qu'en faisant une vérification il n'y a pas longtemps de notre collection, parce que j'ai un Discogs de notre collection de vinyles, je me suis rendu compte que notre vinyle actuel le plus cher, devine lequel c'est. C'est le H2G2, je crois. C'est le H2G2, il a pris une cote. Ce coffret. Le coffret, hein. Le coffret que tu avais acheté ouais. à Canterbury. Ouais, c'est ça. Le coffret, au HMV. voilà. Le coffret de Canterbury, il est à un prix vraiment hallucinant. Il a dépassé mon coffret Good Omens, qui était quand même déjà très cher. Ouais. Mais celui-là a monté en prix ces dernières années. Donc ça peut être un investissement. Surtout qu'il est signé. Pour les écouter, moi. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je les achète pas pour investir. Celui de Tom Baker, à mon avis, ça viendra à peu près au même. Enfin, après, je sais pas. Faut c'est voir. difficile à savoir, hein, c'est de la spéculation. Mais il m'intéresse pas suffisamment pour que je pense. En fait, c'est pour ça qu'on les achète quasiment pas. J'ai même pas vu le prix en fait. Il faut regarder sur. Et d'ailleurs, c'est même pas la peine d'essayer d'avoir la suite, parce qu'il y avait une suite qui était sortie à notre coffret. Ils sont tous sortis en fait, je crois. Les 5. Il y a eu un coffret pour les 5, il me semble. Ah, faut se mettre en Royaume-Uni. 76 livres 99. Ouais, donc 80. Ça reste correct. Pour un coffret à 4 vinyles, édition limitée, c'est correct. Vaut mieux l'acheter à ce prix-là quand il est sorti en précommande, plutôt que d'attendre. Il n'est pas abusé, franchement, c'est pas abusé. Ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'il sera plus disponible sur Amazon, il va monter en prix, ça c'est sûr. Ouais. Il va pas crever le plafond, à mon avis, mais il va monter en prix, ça c'est certain. Ouais. Vous le verrez pas à moins de 70 €. Non. Moins de 80, non, ça m'étonnerait. Ouais, Magic, ça a été annoncé plus ou moins aussi pendant la Comic-Con. Il y avait déjà des prêts. En fait, là, oui, il y avait déjà, tu pouvais déjà précommander, mais les cartes ont été dévoilées en fait au niveau de la Comic-Con. Parce qu'on a maintenant la gueule des cartes en fait, on sait à quoi ça va ressembler. On avait déjà une petite idée pour certaines, mais là on en a plus. Elles sont jolies sans plus. Elles sont pas moches. Je suis désolée, elles ne sont pas moches. Elles sont pas moches, mais elles sont dans le classique de Magic the Gathering fait d'habitude. Ouais, et en fait, je les trouve pas si extraordinaires. Par rapport à certaines collections, oui. Je trouve que par exemple la collection Seigneur des Anneaux est plus jolie. Oui, je suis d'accord. Sans être fan. Je trouve quand même, honnêtement, de toutes les cartes que j'ai vues de Magic, j'ai l'impression juste de voir des captures d'écran d'épisodes ou des photos promo avec un filtre. C'est pas faux. Même si je suis sûr que l'artiste qui les a fait a peint, je veux dire, il y a du travail, elles sont. Enfin, je les trouve pas à tomber par terre, quoi. Moi, n'étant pas un joueur de Magic... Et moi, en étant une. Oui, toi en étant une. Mais moi, par exemple, si il n'y avait pas toi et si je me dis, tiens, je vais quand même me motiver à les acheter, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui me motive à les acheter. Oui. Parce que je les trouve pas... Dans les jeux de cartes, j'en ai quelques-uns, des vieux jeux de cartes. Je dirais pas que c'est plus beau, mais au moins, ils étaient moins chers. Parce que les cartes Magic, les jeux de cartes sont excessivement chers pour... ils sont hors de prix, et en plus, bon, les 4 decks a priori vont sortir en français. Ça oui. Mais pas les boosters. Non. C'est con. Alors il y a quelqu'un qui disait sur Twitter qu'en fait les boosters c'était les mêmes cartes
mais avec quelques modifications. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. En fait, si tu achètes tous les decks, tu auras techniquement toutes les cartes. Ouais. Bah, en fait, tu as des designs originaux dans les boosters collector. J'ai été voir les designs originaux. Bah, en fait, je pense que je préfère les decks. Ils sont plus cartoonesques, en fait, En fait, les je crois que designs c'est originaux. peut-être les designs originaux que j'ai vus. Oui, oui, Je toi, sais t'as pas. vu les originaux. Oui, oui, oui. En fait, ça se voit. Parce qu'il y a justement la comparaison entre un design original et un booster, notamment pour le 10e Docteur. Ouais. Et on voit Ten, très bien dessiné, mais en très photoréaliste. Ouais. Alors que celui pour les boosters collector est beaucoup plus cartoon. Ouais. Tu vois. Alors, enfin bref, les boosters ne vont pas sortir en français, alors qu'ils avaient été annoncés. Mais je me rappelle du prix de la boîte, elle était Ah, abusée c'était chère. horrible, horrible. Mais bon, après, on n'est pas des spécialistes de la carte de collection, donc si ça se trouve, Non, c'était mais des même, prix. même j'ai été voir un petit peu les commentaires de joueurs de Magic non fans Ouais. de Doctor Who qui disaient waouh, c'est quand même, ça fait partie Des boosters les plus chers. des boosters les plus chers qu'ils avaient jamais vus. Ouais. En sortie, tu vois, et pas en revente ou un truc comme ça, vraiment en prix neuf, ça faisait partie des plus chers. Moi, en fait, parce qu'en fait, il y a eu un article, vraiment, enfin un article, il y a eu 3 lignes de Magic sur le site officiel qui annonce l'arrêt l'annulation des boosters français et allemands. Oui, Vu comment c'était tourné, t'avais l'impression qu'en fait, les decks n'aient pas sorti en français et allemand aussi. C'était pas du tout clair. Et je trouve vraiment que la publicité que fait Magic sur ces cartes Doctor Who est catastrophique. oui, c'est catastrophique. Et catastrophique, nous on a Et été. même le peu que j'ai vu des cartes, moi je suis pas spécialement choquée par l'esthétique parce que c'est l'esthétique Magic actuelle. Je préférais les esthétiques Magic du temps où moi je jouais, donc il y a une petite dizaine d'années quand même déjà, waouh. Mm. Et même encore avant parce que j'avais récupéré beaucoup d'anciennes cartes qui étaient très belles. Ouais. J'ai envie de dire que l'esthétique actuelle est assez lisse hein, Ouais. par rapport à ce que ça peut Oui, être. bah, les plus anciennes cartes sont plus jolies, Oui, je oui, trouve. tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Et j'ai été voir un petit peu, j'ai un peu regardé les effets, bon, c'est intéressant. C'est du jeu moderne, comme moi je n'ai pas encore joué, mais bon, je peux m'y mettre sans problème. Mais les noms, je veux dire, quoi, ils ont eu juste le droit d'appeler ça Dotoro et d'avoir les designs, ils n'avaient pense pas le que droit oui. d'avoir les noms des personnages. Je veux dire, Jelly Babies, ça s'appelle les Jelly Babies, Ouais. c'est pas de la food. Ouais, mais je pense que c'est le cas, en fait. Insecte extraterrestre, un Ouais, Menoptera. Non, mais déconne pas. En fait, je pense que ça vient de ça. Parce que la BBC n'a les droits finalement que sur la Police Box, Oui, le nom Doctor Who, ouais, et les apparences des extraterrestres. Parce que le reste appartient aux scénaristes respectifs. oui. Et je pense pas que Magic se soit amusé à aller voir. Aller tout. toquer tout le monde, ouais. Donc, si ça s'appelle pas un Zarbi ou un Menoptera, Menoptera. à mon avis, c'est pour une question de droit. Donc, rien que pour ça, moi, ça me déçoit un peu parce Voilà. que j'ai l'impression de voir la moitié du travail qui a été fait en fait. Oui. Même si je comprends qu'il se soit pas lancé dans une mer de demandes de droit, quoi, enfin, dans Ouais. un océan même. Mais d'un autre côté, bah. Ouais, Pour c'est la un peu collection, moitié, quoi. j'ai envie d'avoir les 4 decks. Si franchement c'est pas possible, j'aimerais au moins avoir le deck classique. Bah, nous, on a commandé les 4 dans une boutique Oui. à Mons. Qui. Apparemment, quand on y a été, il y a quoi? Il y a 2 semaines? 3, ouais. Ouais, on y a été il y a quelques semaines. C'est une boutique qui est spécialisée dans le jeu de rôle. Il y a une personne dans cette boutique qui est en lien avec Magic dans le sens où elle suit Oui, mais les ils font initiations, ils tout font ça. ils font des Ils font des tournois événements, et tout tout, ça, hein, des donc, tournois. Et apparemment, la seule chose qu'ils n'avaient pas encore, c'est les prix. Oui. Donc ça veut dire que les prix Amazon ne sont peut-être pas les prix définitifs. Il faut se méfier aussi. Oui. Parce que je me rappelle que quand on avait précommandé 2 des decks sur Amazon, c'était des liens qui n'étaient pas trouvables quand tu faisais la recherche. Tout à fait, oui, il fallait aller sur le truc Amazon de Magic the Gathering, aller Ouais. fouiller un peu. Puis finalement tu tombais par là. C'était vraiment au tout début de l'annonce et à mon avis c'était vraiment très tôt dans la précommande. Oui. Et Enfin, ils avaient l'air de dire oui, mais ça n'intéresse personne, mais ils ont même pas ouvert les précommandes correctement. Je veux dire, il y a Oui, c'est deux vrai. des decks qui n'étaient absolument pas précommandables. Ouais, mais c'est surtout au niveau publicité. Dans la boutique, rappelle-toi, ils nous ont dit: ah, vous êtes les premiers à nous le demander. Oui.
Alors que bon, Doctor Who en Alors que Belgique, ça va quand même, faut pas oui, puis exagérer. celui du Seigneur des Anneaux avait eu beaucoup plus de... Ah, ils étaient accessibles, quoi. Oui, oui. Alors, honnêtement, j'ai l'impression Enfin, j'étais de... prête à acheter un deck, honnêtement, parce que mon gros problème, c'est que si je replonge, ça va être terrible. Ouais, je sais. Ouais, parce que c'est cher. C'est sûr Ouais, que je c'est cher. sais. Mais grosso modo, moi j'ai vraiment l'impression qu'ils ils font le boulot à moitié pour cette collection Doctor Who. J'arrive pas à comprendre parce que, ok, Magic, s'ils se disent ah bah tiens, on va sortir des cartes Doctor Who, c'est qu'il y a un marché. Et Mhm. dans ce cas, faites quand même un peu de pub quoi. Ouais. Parce que là, en annulant les boosters, on a l'impression qu'ils disent ah bah il n'y a pas eu assez de précommandes. Oui, mais c'était quasiment impossible de précommander les boosters, fallait connaître le lien pour les avoir affichés en français sur la page Amazon. Oui, oui, Parce que sinon, tu tombais sur une fiche de la version import, en fait. oui. Et surtout, ils c'était étaient très à plus de compliqué. 130 euros, je sais plus. Ils étaient Ouais, c'était ça, horriblement ouais. chers, C'était quoi. affreux. Donc tu m'étonnes qu'à 130 euros, il y a personne qui veut acheter ça. Enfin, et si C'est c'est même des pas encore cartes, toi. c'est des bouts de carton. À un moment donné, faut se calmer, les gars. Non, mais après, Je tu vois, sais, la je sais licence qu'il t'aura faut... peut-être coûté cher, Voilà, tu vois oui, aussi. mais Hein, bon. c'est peut-être ça. Hein, tu vois, à mon avis, ils mettent pas le prix. Mais ces derniers temps, Magic avait été fortement critiqué avec un autre système de cartes collector qui était uniquement accessible via leur site. Ouais, Et du coup, les qu'avait revendeurs... voilà, tous les revendeurs pouvaient pas commander, donc déjà ils avaient été critiqués par les revendeurs eux-mêmes, quoi, bah qui ouais, font vivre le qui truc. font vivre le truc, Ouais. ouais. Je me rappelle d'un temps, une boutique dans le 5e, Love Cube, quand tu es enfin, dans les années 90 Mhm. et 2000, quand tu passais devant, tu avais tout un tas de vendeurs, enfin de collectionneurs de cartes Magic et de joueurs qui s'échangeaient les cartes à l'extérieur, quoi. Il y avait Mhm. une file d'attente, quoi, pour les cartes Magic dans cette boutique Ouais. avant. C'est plus le cas maintenant. Mhm. Oui, moi j'avais commencé à jouer vers la fin de l'ère de l'âge d'or, en tout cas en francophonie. Enfin C'est bref. c'est un peu, on verra bien. On vous tiendra au courant parce que nous on aimerait bien. Au départ on s'était dit tiens on fera peut-être un petit event mais je suis pas très motivé parce que j'ai l'impression que ça va être j'ai pas envie de vous forcer à acheter des cartes à 80 balles pour jouer 5 minutes quoi. Oui, mais si ça avait pas été aussi cher, enfin bon. Parce qu'il y en a 4 en plus. Il y en a 4. Ça fait chier. Enfin, ouais, c'est hors de prix, quoi. Oui. Et puis, encore une fois, ils sont capables de. Enfin, j'espère pas, mais dans 3 mois, de nous dire ah bah finalement, la version française ne va pas sortir. Ouais. Oh, s'ils sortent pas en français, moi j'achète juste le Ah take oui, de oui. Tom Baker et c'est tout. Hein. Moi, honnêtement, parce que j'en ai précommandé 2, en fait, et on en fait 2 chacun. Ouais, Mais j'avoue que s'ils ne sortent pas en français, je les achète pas. ouais, tu t'annules. Ouais, parce que j'ai pas envie de collectionner les cartes en anglais à ce prix-là. Ouais, moi je précommande juste Tom Baker parce que j'ai envie d'avoir ceux de la classique et c'est tout. Voilà. Voilà, On mais va c'était parler de de. très longues. C'était on News. crachait sur Magic. C'était une longue news. Hein. Mais la dernière news, c'est que cette semaine, quand vous Ah. écoutez Zericast, il y a le City of Death Tour qui est annoncé pour dimanche. On aurait dû en parler avant. Ouais, mais si, j'en avais déjà globalement parlé, mais on a la date, j'ai pas pu la confirmer plus tôt. Le 6 août, à partir de 11h, place Beaubourg. Beaubourg, place du centre Georges Pompidou. Pour les vieux qui savent, c'était là où il y avait le grand pot de pétunia. Non, c'est véridique. Je te montrerai une photo. Et donc là, attention, le City of Death Tour, c'est le grand tour avec plusieurs lieux qu'on ne faisait pas d'habitude. Il y en a même un qu'on n'a pas été, mais avant même que le City of Death Tour officiel soit lancé. Donc c'était encore quand on faisait la visite avec le groupe Doctor Who dans lequel j'étais, qui sous-titrait les épisodes de série classique, Oui. qui était avant la Wibbly Wobbly Team en fait. Ah, oui, donc c'est la pré-Wibbly Wobbly C'est la Team, quoi. pré-Wibbly Wobbly Wow. Team, puisque c'est eux qui sont devenus après la Wibbly Wobbly Team. Et Gallifrance, Voilà, c'est il y a pareil. une, Il n'y a pas eu une scission, hein, mais c'est juste que eux, ils ont continué à faire ce titrage, et moi, j'ai fait un fan club. Et donc, il y a un lieu sur lequel je n'ai pas été depuis des années, puisque même Thomas ne l'a jamais fait. Enfin, en tout cas, pas avec une visite officielle, mais il a peut-être été, mais en tout cas, on n'y a jamais été dans aucun des City of Death Tour. Waouh. Donc, il y a des choses à voir. Donc, si vous voulez savoir où dormait, par exemple, l'équipe technique, dans quel restaurant ils ont été mangés le 30 avril, parce que oui, je le sais, Mais tu sais, tout le monde s'en fout. mais en tout cas, attendez-vous, je vais finir par l'appeler le City of Death Tour Infodump, Ouais. parce que là, il y a vraiment des infos que vous n'avez jamais entendues dans les précédents City of Death Tour. Waouh. Il y a de l'inconnu. C'est le dimanche 6 mai à partir de 11h, place du centre Georges Pompidou dans le 4e arrondissement. Oui. Ouais, c'est ça, le 4e arrondissement. Et ça va être long. Donc Oui. prenez des tickets de métro.
Oui, des tickets métro, de bonnes chaussures. Un parapluie. Un parapluie au cas où. De l'eau avec vous quand même, on sait jamais. Même si Euh, à Paris il y a suffisamment de boutiques pour acheter de l'eau. Éviter tout ce qui est poussette. Et Oui. malheureusement aussi aide à la mobilité parce que je ne crois pas que les trucs de métro seront accessibles. Moi, je ne Ben, ferai que le début. on va prendre majoritairement la ligne 12, la ligne 6 et la ligne 1. Oui, donc aucune d'entre elles n'est accessible. Pas vraiment, non. Donc moi, je resterai avec vous jusqu'aux portes du Comte Scarioni et puis Ouais. j'irai vivre ma vie sur la ligne 14 qui est la seule qui est accessible. Malheureusement. Voilà. Bref, rendez-vous ce dimanche. Et il y aura, quand on arrivera au Louvre, il y aura un petit concours. Et vous pourrez gagner un DVD de City of Death. Ah, génial. Je voulais offrir aussi les novelisations. Elles sont pas arrivées? Elles ne sont pas arrivées à temps. Ah, zut. Donc vous n'aurez pas les novelisations malheureusement. Si je les trouve à Paris, peut-être quand j'en achèterai une pour ajouter un petit cadeau. Mais en tout cas, le DVD de City of Death, vous pourrez peut-être le gagner en participant au City of Death Tour. Voyons, c'est simple, c'est celui qui sera encore en vie à la fin. Ouais, j'imagine que moi ça ne compte pas si je vous rejoins au Non, Louvre. Ah, on ça l'a compte déjà pas. en plus. Bah oui. Voilà, on va passer maintenant au sujet de la semaine. Bon, on va passer au sujet de la semaine, qui est donc l'épisode d'Alec. Oui, puisqu'on continue à, 6e épisode de la saison 1. à revoir toute la saison 1. Ouais, 6e épisode de la saison 1. Je le connaissais bien celui-là, donc je veux pas dire que je le redécouvrais. Toi, ça faisait longtemps que tu l'avais Ah, vu? ben oui, ben moi, tu sais, je pense que j'ai vu la saison 1 une ou deux fois, et maximum. Donc t'as redécouvert Oui, l'épisode. oui, tout à fait. Et qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, je vais pas te mentir, j'en avais un meilleur souvenir. C'est vrai? Oui, mais j'ai quand même trouvé très bon. Ce qu'il y a, c'est que je l'avais mis vraiment au-dessus de tous les autres, en fait, à l'époque. Du coup, j'en avais un souvenir peut-être un peu idéalisé. Mhm. Alors que c'est juste un très bon épisode. C'est pas l'épisode à mettre sur un piédestal absolu, tu vois. Mais c'est un très bon épisode et c'est probablement l'un des meilleurs de la saison 1. Mais qu'est-ce que t'aimes pas? Ah ben non, c'est pas que j'aime pas. Ah, c'est d'accord. juste que je l'avais peut-être vraiment trop Idéalisé. idéalisé par rapport à ce qu'il était réellement, c'est-à-dire un bon épisode, mais pas le meilleur épisode limite de la série, ou tu vois ce que je veux dire. Et ben voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur cet épisode. Rendez-vous au prochain Greycast. Mais tu m'as peut-être pas demandé Non. de Attends. résumer. On va reprendre les choses dans l'ordre. Je voulais vraiment connaître ton avis global avant de dire les infos et toi passer au résumé. D'accord. Donc, il a été diffusé le 30 avril 2005 sur BBC One et où est-ce qu'il a la date déjà? Le 19 novembre 2005 sur France 4. C'est un épisode écrit par Robert Sherman, qui est un scénariste qui a produit que cet épisode pour la nouvelle série. Oui. Il n'a rien écrit d'autre. J'en parlerai plus tard. Et réalisé par Joe Hearn, qui donc cet épisode fait partie du bloc 5 de la série. Oui, de tournage. ça se voit. Oui, c'est vrai que ça se voit un peu. Joe Hearn, en fait, a hérité de 2 blocs de production. On en parlera peut-être un peu plus tard dans un autre portrait de la semaine. Mais il a hérité d'épisodes 6, 8, 11, 12 et 13. C'est lui qui a fait le final, en fait. D'accord. Et il a fait tous les épisodes avec les Daleks au final. Ok. Même si on spoil un peu, mais bon, si vous connaissez pas le final de la saison 1, maintenant, pourquoi pas. Ça arrive que les gens découvrent la série. Sais-tu nous résumer l'épisode? Alors, dans leurs aventures spatio-temporelles, Rose et le docteur Gain de temps. finissent par arriver dans un sous-sol rempli d'artefacts aliens en collection. Voilà, c'est même pas une musée, c'est une collection qui appartient en fait à un mania. Ah oui, c'est le gars qui possède Internet. Oui. Ça m'a fait- Henry Van Staten. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Possède Internet. Techniquement, c'est possible. Ouais, je sais. Mais bon. Techniquement, Mais c'est personne possible. ne le sait. Non, mais techniquement, c'est possible parce qu'il y a très peu de compagnies qui possèdent en fait le support Ouais, je sais, d'Internet. ouais. Donc, C'est possible. ouais. Et du coup, bah, c'est un gars qui a une collectionnité aiguë sur les trucs aliens. Et notamment, dans le tas, il a un Dalek, normal, qui a décidé d'être mutique, même s'il est toujours vivant. Et il le torture pour essayer d'avoir des bribes d'informations sur ce que c'est.
Le docteur s'en rend compte. Donc d'abord le docteur arrive surtout parce qu'il y a un SOS qui avait été envoyé. Donc il se dit je vais aller donner un coup de main à la personne qui a envoyé un SOS. Sauf que c'est le Dalek qui appelle à l'aide et le docteur n'est pas très jojo de découvrir le Dalek. Non, pas trop, non. Euh, On peut pas dire que ce soit les retrouvailles idéales, ouais, c'est quoi. ça. Donc, alors c'est la première apparition des Daleks dans la nouvelle série. Ouais. Donc ce qui pour moi en fait c'était le premier épisode des Daleks que j'ai vu de ma vie. Vu que Beaucoup, en fait. pour beaucoup, quand j'avais découvert Doctor Who, je n'étais pas tombée sur un épisode des Daleks, et vu qu'après j'ai commencé direct par la saison 1, bah, évidemment, c'était ma première rencontre avec les Daleks. Donc c'est à la fois très confus quand on le découvre en tant que nouveau ennemi, et en fait plein de petites références quand on connaît déjà bien la série classique et tout ça, que des références que par exemple je n'avais pas à l'époque, comme le casque du Cyberman de Ouais, Airchock. Non, Non. alors, c'est débattable. J'aurais dit que c'était Techniquement, c'est The Airchock. Invasion. Ah, c'est The Invasion, ouais. t'as Techniquement, c'est The Invasion, mais ça ne correspond pas. raison. Ok, bon. Dans tous les cas, beaucoup de refs qu'on n'a pas si on n'a pas vu la même série, mais ça, dans mes souvenirs, ça ne coupe absolument pas le plaisir de voir l'épisode. Au contraire, je pense que, justement, je crois que c'est pour ça que je l'avais extrêmement aimé à l'époque, c'est que ça présente vraiment bien le personnage, le Dalek en tant qu'archétype de mal absolu. Mm. Même si c'est un peu, ce n'est plus trop le cas à la fin de l'épisode, mais bref, c'est vraiment le mal absolu qui n'entend rien, qui ne change pas, qui n'a aucune émotion. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est la présentation du Dalek qui fait gagner l'épisode. Moi, là, je donne à nouveau mon avis alors que j'ai pas fini de résumer. Bref. Le Dalek et le Docteur ont une conversation pas très agréable. Rose découvre le Dalek un peu plus tard parce qu'elle était en train de discuter avec Adam, qui Oui. va devenir un compagnon que j'avais complètement oublié. Ouais, pendant quelques épisodes. En Ouais. fait, je crois pendant un épisode. Un ou deux, ouais. Et qu'est-ce que je disais déjà avec Adam? Ah oui, elle était avec lui 5 minutes et puis elle découvre le Dalek et ils discutent un peu et le Dalek la trompe et il récupère un peu de son ADN qui lui permet de se fortifier, Régénéré. de se régénérer, voilà c'est ça, et de commencer à attaquer la base de l'intérieur. Et ce qui donne des scènes à la fois tragiques parce que il n'a aucune pitié, il fait crever tout le monde, et très drôle où on pense qu'il va être arrêté par un escalier et en fait non. Qu'est-ce que je voulais dire encore à propos? Oui, il y a des scènes de très forte tension, notamment Rose, elle est sur le point de mourir. Enfin, c'est assez classique dans les épisodes de Doctor Who, j'ai envie de dire, mais là c'est particulièrement fort. Et voilà. Est-ce que Très tu vois d'autres choses? Bah, je vais en parler, t'en fais Ouais, pas. parce que On bon, va je en vais pas, parler. Hein. je vais pas dire la fin non plus. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu trouves de très bon dans cet épisode, considérant que c'est un épisode d'introduction? Bah alors, ça, à la fois, ça donne vraiment la caractérisation du Dalek, sauf à la toute fin, mais on a une explication comme quoi c'est vraiment Rose qui l'a corrompu, en fait. Enfin, l'ADN de Rose qui a corrompu le Dalek, qui n'est plus aussi pur. On les voit bien caractérisés comme des nazis sur pattes. Non, sur Sur roulette. roulette, plutôt. Des nazis sur roulette qui sont prêts à à tuer le plus de monde pour le simple plaisir d'exterminer. Ouais. Voilà, parce que lui, il n'a plus rien à perdre, il n'a plus rien à gagner, ce Dalek, donc en soi, il pourrait juste prendre sa retraite. Mais non. Son job, c'est exterminer, il va exterminer. Donc, et surtout, en miroir de la caractérisation du Dalek, c'est la caractérisation du Docteur qui est extrêmement forte, et c'est là où en fait, ça va crescendo dans l'histoire. Au fur et à mesure des épisodes, on voit de plus en plus le Docteur qui a fait la guerre, quoi, qui a perdu beaucoup de choses, qui est vraiment détruit psychologiquement par ça, et surtout tordu psychologiquement par ça, pas tordu dans le sens fou, dans le sens ça l'a tellement torturé, voilà, c'est torturé le mot que je cherchais, ça l'a tellement torturé qu'il est plus maître de ses propres émotions. J'avais oublié à quel point le 9e Docteur est très impulsif, est très
colérique et dur, en fait. Et là, ça se voit. En fait, tu sais à quoi ça me fait penser? Non. À ce qu'aurait dû être Colin Baker. Ouais. Parce que c'est ce qu'ils voulaient un peu avec Colin Baker. Mhm. Sauf que ça marche pas avec ce qu'ils ont fait. Non. Alors que là, ça marche. Ouais, là, ça marche, oui. Tout à fait. Parce qu'il est quand même beaucoup plus impulsif, il montre beaucoup plus ses sentiments. Enfin, il s'énerve très rapidement, quand même, Oui. Eccleston. Et Mais... du coup, je commence de plus en plus à comprendre pourquoi est-ce qu'avec les Suns, on préfère presque l'oublier. Enfin, beaucoup de fans préfèrent oublier. Je veux dire, il y a des fois, ouais, moi j'aime bien le premier Docteur, on me parle de Tennant en fait. Oui, Euh, l'horreur. mais bon, c'est des gens qui ont regardé la série de loin, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Et il a fait qu'une saison aussi, Il c'est a fait qu'une difficile de saison s'imposer. qui n'a pas été très souvent rediffusée en France, je pense, notamment. Ouais, moins que le... En fait, le truc, c'est que le ratio est assez injuste parce que Tennant, il a 4 saisons. Ouais. Donc, de facto, même s'il est rediffusé en même temps, Tennant a automatiquement beaucoup plus de visibilité que de Eccleston, quoi. Ouais. Tu sais, Eccleston, s'il y a un épisode chaque jour, tu t'as vite fait la saison. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors que Tennant, déjà... Ouais, surtout que la France Télévisions a tendance à diffuser 3 épisodes à la suite, tu vois. Donc en 3 jours, c'est fait. Avec les Suns, c'est fini, ouais. En 4 jours. Ouais. Mais voilà, c'est ça. Mais donc voilà, c'est vraiment la caractérisation de son docteur qui est très particulière et qui du coup ne colle pas avec l'image que des gens qui regardent tout comme ça, donc pas forcément des fans absolus, ont du docteur. Et ils ont comme image du docteur un mec vraiment sympa. Ils ont Tennant. Hein. Ouais, non, c'est clair. Enfin, ils ont Ten en tête. Et ils ont pas Eccleston qui est dur, qui est torturé, qui a décidé de torturer le monde aussi. Donc voilà, qui n'est pas sympa. Voilà, c'est pas un docteur sympa, mais c'est un docteur intéressant. Ouais. Moi, je ferais un parallèle intéressant, enfin, je pense. C'est qu'en fait, cette première saison, et en particulier cet épisode-là, me rappelle beaucoup du feeling de la toute première saison avec Hartnell. Ah ouais. Où t'as un docteur qui est beaucoup plus... Sauvage. Ouais, beaucoup plus sauvage. Pas dans le même style, hein, pas du Non. tout. Mais dans le sens où c'est ses compagnons qui influent sur son état d'esprit. Parce que Dalek est le point de bascule, par exemple, pour le 9e Docteur, pour récupérer un peu plus de son humanité. Oui. Surtout que ça se voit vraiment dans cet épisode-là, où il est beaucoup plus... il sacrifie Rose, par exemple, dans l'escalier. Mais il regrette. Mais il le regrette, et dès qu'il sait qu'elle est en vie, qu'est-ce qu'il dit à Van Staten? Je l'ai déjà tué une fois, je veux pas recommencer. Ouais. Et c'est vraiment, et je pense que c'est pour ça que lorsque le 9e Docteur se régénère, il se régénère en 10e Docteur, parce que c'est Rose qui a tellement influé sur le Docteur qu'il devient ce Docteur idéal, finalement. C'est pour Rose qu'il devient ce Docteur idéal. Ouais, c'est peut-être... Non, mais c'est vrai, c'est une bonne vision des choses. Et c'est peut-être pour ça aussi que les gens aiment tellement David Tennant. Et surtout l'interprétation de David Tennant, parce qu'effectivement, dans la tête des gens, le Docteur, c'est ça. Voilà. Alors beaucoup moins qu'Eccleston, ou même ce qu'il y aura après, parce que même Matt Smith, il l'est encore, mais c'est pas le cas de Capaldi. Oui, donc Capaldi, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté à Capaldi, en fait. Ouais. Et qui ont beaucoup de mal avec Capaldi, alors que ils ont pas de mal avec la fin, ils ont du mal avec le début, en fait. Oui. Moi aussi, j'avais du mal avec le début de Capaldi, mais pas à cause de Capaldi, à cause de certains des scénarios que je trouvais pas... Enfin, ça avait une période un peu creuse, même... Enfin bon, pour moi. Ça, c'est un autre débat. C'est mon avis personnel. Oui, c'est vrai. Après, il faudrait que je les revoie. Il faut les revoir. Mais ça va, on y arrivera avec le Gaycast dans 10 ans. Ah. Non, cette histoire donc a été écrite par Rob Sherman. Alors, si vous ne le connaissez pas, on en parlera un peu plus en détail dans le portrait de la semaine. Mais en fait, il a écrit beaucoup, entre guillemets, pour la série classique, en tout cas pour le hiatus, puisqu'il a écrit chez Big Finish, il a écrit des nouvelles. Et surtout, en fait, Russell T. Davies lui a demandé en fait, de refaire une adaptation d'une histoire qui s'appelle Jubilé, sortie chez Big Finish il y a très longtemps. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était une histoire récente, il me semble.
Je vais juste regarder le numéro, mais enfin, C'était pas une histoire très vieille par C'était rapport pas à... une histoire très vieille parce qu'elle est sortie Mais en 2003, voilà. Ben, c'est ça, le main range n'est pas si vieux en fait. Et elle est sortie, c'était c'était la 40e histoire. Oui, voilà, c'est ça. C'était vraiment au début du main range. Je sais plus à combien on en est. Hein. Ah bah de toute façon il est fini le mélange maintenant, mais il y en a plus, il y en a presque 300 je crois. Et surtout, bah, en fait, comme elle date de janvier 2003, Ouais, le main range a commencé en 99, donc oui. ça, en fait, ça coïncide en fait à peu près avec le moment où Russell T Davies a commencé à travailler sur sa version. Oui. Donc Rob Sherman a finalement, on lui a proposé quand même assez tôt, après Jubilé, Mhm, de faire cette version-là. Enfin, après, c'est pas une adaptation exacte de Jubilé, parce que mhm. j'ai réécouté justement. Et en fait, dire que c'est un remake de Jubilé, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est juste qu'il a pris certains éléments, Oui. donc le Dalek sur Terre, Mhm. prisonnier d'un Mhm. collectionneur, Une scène de torture, mais qui l'a vachement allégé pour pour ouais, l'épisode. parce qu'elle était quand même un peu plus trash. Enfin, Oh oui, beaucoup il y a plus des trash. trucs En plus fait, c'est trash ça, dans c'est Jubilé. peut-être aussi pour ça, c'est qu'en fait, je n'avais pas revu Dalek depuis que j'avais écouté Jubilé. Ouais, c'est possible. Et du coup, à mon t'avais avis, Jubilé en tête, je crois. j'avais Jubilé en tête en partie. Grosso modo, c'est à peu près, je dirais, tout ce qui a été repris. Parce que l'histoire de Jubilé, je vais la résumer rapidement. Mais En fait. ça ne serait pas passé en épisode. Déjà, ça n'aurait pas passé en épisode et c'est un scénario typiquement Big Finish qui Ouais. passe en audio. Si vous êtes habitué à Big Finish, c'est typiquement le genre d'histoire que vous aurez, mais qui est trop complexe pour la télé. Surtout pour les téléspectateurs lambda, je dirais. Mhm. Parce que c'est en fait le docteur et c'est Colin Evelyn Baker Smith. et Evelyn Smith qui suivent donc un message de détresse, encore une fois. Donc c'est Ouais. la même chose, sauf qu'ils se retrouvent dans un Londres alternatif, Mhm. qui est encore un peu féodal, mais où il y a, il y a, il y a pas un roi, en fait, il me semble. Enfin, si, c'est le roi, mais enfin, j'ai pas trop compris le côté politique. En tout cas, c'est un Londres alternatif où chaque année, ils font une fête par rapport au moment où il y a eu la guerre avec les Daleks, puisqu'il y a eu 100 ans, il y a eu une invasion de Daleks que le docteur a déjoué. Oui. Sauf que le docteur Colin Baker ne se rappelle pas du tout avoir déjoué ça. Oui, donc il ne l'a pas encore fait en fait. Voilà, c'est une Ouais. timeline complètement alternative. C'est un peu l'épisode comme Pertwee a avec les Daleks en fait. Oui. C'est une histoire qui n'existe que dans l'histoire. Hmm. Parce qu'à la fin de l'histoire, en fait, elle n'existe plus dans la timeline. C'est un paradoxe en fait. Et donc l'histoire est beaucoup plus dark, à tel point qu'à un moment, en fait, on voit dans le château, il y a un prisonnier qui est le seul survivant de la bataille. Mhm. Et il se trouve que c'est Evelyn Smith qui le rencontre. Et Evelyn Smith, en fait, découvre qu'il s'agit du docteur Colin Baker, donc le 6e docteur, dont on a amputé les jambes parce qu'il a essayé un peu trop souvent de s'échapper. Ok. Il a enchaîné au mur. Oui. Il raconte un peu plus ce qui s'est passé. Et elle apprend qu'elle-même est morte. Donc, Ouais. c'est super. Ouais, j'avais vraiment un souvenir très intense de cette. Voilà. Et en épisode. fait, il y a un paradoxe qui se déroule en fait à la fin. Grosso modo, cette histoire, faut bien, si vous n'êtes pas très habitué à l'anglais, même en audio, ça fait partie des histoires qu'il faut s'accrocher pour la suivre, parce qu'elle est très fouillie, elle est très complexe, pas forcément dans ce qui se passe, mais dans la manière dont elle est racontée. Mhm. Et c'est une très bonne histoire, c'est du pur Big Finish, mais c'est pas celle que je conseillerais forcément pour commencer. non, Quoi. non, Ça, non, c'est non. clair. Même si le 6e docteur est très bien pour commencer à Oui, écouter des Parce qu'il y audios, a de très bonnes histoires. il a de très bonnes histoires, il parle très clairement. Evelyn Smith est un personnage génial et il voyage avec elle C'est une historienne. une petite partie du main range. Ouais. Donc franchement, vous pouvez aller sur ses histoires à elle. Mais cette histoire-là est vraiment compliquée. Donc, Elle est assez compliquée. Mais en fait, quand je l'ai réécoutée, en ayant eu en tête l'épisode d'Alec, j'ai compris ce que Russell T Davies y avait probablement vu Mhm. et ce qu'il voulait reprendre, parce qu'effectivement, les points qu'il a repris pour son scénario sont parfaits en fait pour réintroduire les Daleks. Oui, ça je suis tout à fait d'accord. Pour moi, ça n'aurait pas pu être mieux parce que ça aurait fait un peu. Bah, d'ailleurs, honnêtement, la réintroduction de Cybermen, tout ce dont je m'en souviens, est vraiment plate. Elle est aussi assez référencée, mais, mais- elle est en 2 épisodes. Oui, elle est longue, elle est en 2 épisodes et surtout, bah oui, bah, c'est une invasion, c'est tout. Mm. Et là, alors... En fait, les Cybermen, c'est un peu un remake de The Invasion. Oui. Parce qu'il y a un personnage qui ressemble à Tobias Vaughn aussi.
D'ailleurs, il y a une référence, c'est une anecdote, mais dans le premier épisode, je crois, c'est euh, le camion qui kidnappe en fait les SDF qui vont servir à devenir des Cybermen. C'est pas Cibus Industries qui est dessus. C'est, je crois, International Electromatic, donc c'est l'entreprise que l'on voit dans The Invasion qui appartient à The Moon, enfin à Tobias Wand. Enfin, en tout cas, pour revenir sur Jubilé, l'histoire est pas longue, hein, c'est en 4 parties en plus, comme les épisodes de la série classique d'ailleurs. Mais j'ai compris en fait ce que Russell T Davies y avait vu. Mais elle nécessitait clairement d'être réécrite de zéro. Elle Voilà, n'était pas adaptable pour la télé. c'est pour ça, honnêtement, les deux histoires valent le coup. C'est deux, je dirais pas que c'est deux visions, mais c'est deux manières d'écrire la même vision. Ouais. C'est plutôt ça. Donc, moi je dis, si vous avez aimé Dalek, franchement, vous pouvez tenter, une fois que vous serez peut-être un peu habitué aux audios, tentez Jubilé. C'est une excellente autre manière de tourner autour de cette idée. Et il y a un truc que j'aime bien en fait, en plus dans cet épisode Dalek, hein, je parle. C'est le moment où le docteur se retrouve dans la salle où il y a le Dalek, mais il est plongé dans le noir, donc ce qui fait qu'il voit pas le Dalek. Ce qui est purement pour la mise en scène. Oui, oui. Parce que tu comprends pas pourquoi il n'y a pas de lumière au final. Ouais. Alors qu'il voyait sur les caméras, c'est un problème. Et il y a ce moment où le docteur est tout sympa et dit voilà, je viens vous aider. Et en fait, il y a le basculement. Il y a le basculement déjà qui se fait dans cette scène avec le docteur qui pète un câble, mais je trouve que moi à chaque fois ça me mérisse un peu le poil, c'est d'entendre le Dalek qui dit Doctor. Parce qu'il y a ce côté. Là, tu vas voir en fait le basculement au moment où le docteur comprend que c'est Dalek et au moment où le Dalek a compris que c'est le docteur qui est en face de lui. Et il y a la même chose d'ailleurs dans un autre audio de Colin Baker, j'ai oublié le nom, mais c'est un audio avec Davros. Et c'était un des retours de Davros. Je suis pas sûr que tu l'as écouté celui-là. Je pense pas, non, parce que j'ai pas vu écouter d'audio du tout avec Davros. Non, mais c'est un qui est très réputé. Et moi, ce que j'adore dans cet audio-là, en fait, c'est que t'as le docteur qui tombe sur une planète et il découvre que des gens, en fait, ont retrouvé une version congelée de Davros. Et il est en train de dire à Von Staten, enfin un personnage similaire, de dire mais non, il faut le détruire, c'est un type extrêmement dangereux, c'est ça. Et t'as un moment où il est en train de dire ça, t'as Davros qui se réveille et qui dit docteur, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais elle te glace le sang parce que tu sens que ça y est, il est réveillé, tu vois, que ça y est, le mal va commencer, tu vois. Ouais. Et là, c'est flippant. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai le même effet. D'accord. Et à ce moment-là, Christopher Eccleston est génial dans son jeu, honnêtement. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'il l'ait tourné un peu plus tard parce que là, il est vraiment dans le personnage du docteur. Contrairement à c'est l'épisode précédent où tu disais que c'était l'un des premiers tournés. Ouais. Là, ça se voit qu'il est déjà bien installé et il fallait qu'il soit bien installé dans le rôle pour être bon. Pour une telle scène. Pour cette scène-là. Ça se voit en fait parce que on a vu donc The Second Coming il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Et je sais pas si tu ressens, mais on a à peu près ce même type de jeu, tu vois, très, très riche en expression, tu vois, il arrive à montrer... Christopher Eccleston est super quand il fait ses sourires, mais il n'a pas beaucoup de nuances quand il fait quelque chose de joyeux. Oui. Mais par contre, quand il joue un personnage profond qui montre sa haine, son désespoir, là il est génial, quoi, je veux dire. Et The Second Coming, c'est ça pendant 2 épisodes. Et là, par exemple, quand il y a tous les moments quand il est face au Dalek et qu'il dit que il va leur exploser la gueule, parce que ce moment qui est génial, c'est le moment où il dit j'ai vu la destruction de tous les Daleks, j'ai vu ça arriver, mais je l'ai fait en fait. Oui. I saw it happen, I made it happen, tu vois, t'y crois. En fait. C'est ça qui est dingue, c'est que t'y crois à ce qu'il dit, quoi. C'est ça. Donc, pour les infos un peu techniques, parce qu'il y a pas mal à dire en fait dessus. Oui, on pourrait parler plusieurs heures dessus. Ça fait partie de ce genre d'épisode où effectivement ils sont tellement bons qu'à la fois il n'y a rien à dire en disant ouais il est trop bon et oui mais il y a tel élément qui est intéressant parce que si, parce que là, donc voilà. Oui, c'est ça. Vas-y pour la technique. Donc le tournage a commencé le 25 octobre 2004 au Musée National de Cardiff. Ok. En fait, c'est la salle où tu vois les objets. Ok, oui, c'est le tout début, ça se passe au Musée National de Cardiff. A priori, il devait y avoir une autre introduction à cet épisode-là qui devait se passer dans le TARDIS, un peu comme dans Jubilé, où tu as le docteur et Evelyn Smith qui parlent ensemble, mais elle a été supprimée.
Et elle commence directement dans le musée. Et en fait, le jour suivant, tout s'est déroulé dans le Millennium Stadium. Ah oui. C'est pour ça qu'on a de longs Oui, des couloirs en longs couloirs, béton. voilà. Et qui tournent plusieurs fois au même coin. Bah oui, bah ça c'est normal. Puis il y a des escaliers. Voilà, donc tout s'est passé apparemment. Alors apparemment, il y a certains fans qui avaient réussi à trouver des passages, notamment dans la scène, tu vois, où il y a tous les soldats Mhm. qui sont autour du Dalek et où tu vois Billy Piper et Adam qui sont au coin. Apparemment, il y avait des fans qui avaient réussi à trouver un interstice et qui criaient Billy Piper, Billy Piper pendant le tournage de la scène. Apparemment, Adam a été malade aussi pendant le tournage. Ça se voit un peu qu'il est pas en grande forme. Ouais, ce que je savais pas, c'est que c'était un acteur apparemment qui a tourné dans Coronation Street. Il était quand même assez, apparemment assez déjà connu parce que il signait des dédicaces au moment du tournage Ah ouais. quand des gens le croisaient. Il y a beaucoup de débuts pour ça, puisque c'est donc la première histoire avec les Daleks. Mhm. C'est la première histoire où Nicholas Briggs double les Daleks dans la nouvelle série. Mhm. Parce que c'est la première fois qu'il fait Oui. une voix, parce que jusqu'à présent, c'était pas lui qui faisait les voix des extraterrestres. C'est le premier épisode de Adam. Mhm. C'est la première apparition des Cybermen. Mhm. Aussi, oui, effectivement. Même s'il est mort, même si c'est qu'un casque, c'est Il la est là. première apparition des Cybermen. Sur la petite étiquette qu'il y a sur la boîte en l'envers, il y a que ça a été trouvé dans les égouts. Ah ouais. Sauf que la date indiquée ne correspond ni à The Invasion ni à l'épisode avec Colin Oui, Baker. après, ça peut avoir été découvert après. Non, Et non, du mais coup, dans ne le pas sens, savoir. en fait, il y a censé y avoir la référence, mais la référence est bidon, en fait. Ah, ok, oui. Mais a priori, c'est ceux de The Invasion. D'accord. Il y a une arme, pardon, il y a un bras de Slevin. Effectivement, oui. Et derrière Rose, à un moment, tu peux voir un espèce d'extraterrestre qui ressemble aux monstres, enfin aux extraterrestres que tu vois durant la saison 3, dans l'épisode La fille du docteur. Oh, Tu sais, avec les trucs qui oui, respirent oui. là. Oui, oui. Mais sans le truc qui respire. D'accord. Personnellement, ça me fait penser aussi à un extraterrestre de Stargate, un mélange entre les deux. Je pense que c'est un total hasard. Ok. Alors, au niveau des Daleks, je suis sûr que tu ne t'es pas posé la question, est-ce que ça a été difficile d'avoir les Daleks dans la nouvelle série? Bah, à l'époque, non. Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, ça n'a pas dû être si facile d'avoir les droits de chez Terry Nation. Bah, en fait, non, ça a été même très compliqué. Il faut savoir que d'ailleurs, dans la presse, quand l'annonce de Doctor Who a été faite à l'époque, tu sais, en 2004, hein, les trois questions qu'il y avait dans la presse, c'était qui va jouer le docteur, Qui sera le euh, compagnon, qui j'imagine. sera le compagnon et est-ce que les Daleks seront là? C'est les trois questions. Et en fait, bah, la production, enfin la BBC a apparemment communiqué sur le fait, assez rapidement, que oui, les Daleks sont là. Ok. Mais, Mais ils avaient peut-être crié un peu trop vite victoire. exactement, Ah en fait, ah. ce qui s'est passé, je vais retrouver juste le nom de la personne en question. Parce qu'en fait, Terry Nation étant décédé, c'était une agence en fait qui détenait les droits des Daleks et de tout ça. Donc c'est une agence qui gérait les droits de la Terry Nation Estate. Ok. Et je cherche le nom. Et je ne vais rien couper parce que c'est tellement drôle d'avoir des blancs dans le Gallicast. Je Alors, sais pas quel si livre que j'arriverai. tu es en train de consulter comme ça, tu nous donnes. C'est un livre qui s'appelle Our Time, The Unauthorized Guide to Doctor Who. Et c'est le volume 7. Ok. Donc saison 1 et 2. J'arrive pas à trouver le nom sur le moment. Pourtant, il est pas loin normalement. Je me rappelle l'avoir vu. Enfin bref, cet agent, apparemment, alors c'est un peu flou pour savoir ce qui s'est un peu passé parce qu'en fait, on a surtout ce qui s'est passé dans la presse. On Mhm. ne sait pas ce qui s'est passé derrière. Mais grosso modo, au départ, ils ont, semble-t-il, eu un accord sans avoir un accord. Dans le sens, Un accord de peut-être principe, quoi. un accord de principe. Dans ce cas, en fait, je pense la BBC à un certain moment s'est dit, oui, on aura les Daleks. C'était Mhm. logique. Sauf que l'agence a très vite dit non. Non.
Donc, la C'est con BBC est pour faire revenue. quoi? Enfin, je veux dire. Alors, je vais revenir après, expliquer Ok. pourquoi exactement. Enfin, pourquoi on pense que ça a posé problème. Donc, la BBC est revenue sur ses propos en disant que oui, c'était en gestion. Et en fait, dans la presse, il y a eu des échanges entre la BBC et Les States. les States, enfin l'agence, et le responsable de l'agence, comme quoi les accords ont été difficiles, en fait. Mais finalement, ça s'est bien fait. Oui. Les accords ont été faits. Pendant ce temps-là, littéralement, en fait, ça s'est passé littéralement pendant que Rob Sherman a écrit son scénario et aussi pendant que l'épisode allait être produit. Ah oui, Parce d'accord. qu'il faut savoir qu'il avait écrit son scénario et à un moment, Russell T Davies vient lui dire bon, ben on va réécrire le scénario, mais sans les Daleks. Ce qui rend la chose un petit peu difficile. Et ce qui rend un peu bizarre. Donc, Rob Sherman, apparemment, n'a pas eu. Il y a une version qui existe sans les Daleks. Qui avait comme titre Not the Dalek. Pour la blague. Et en fait, il n'a pas remplacé grand-chose. Russell T Davies lui a donné l'idée de ce qui allait remplacer les Daleks. Et grosso modo, c'est devenu plus tard, dans la saison 3, les Toclaphones. Ah oui, Voilà, on aurait dû avoir un épisode avec les d'accord, ouais. Toclaphones à la place des Daleks. Mais alors, qu'est-ce qui s'est exactement passé à ce moment-là? Eh ben, il faut savoir que la BBC n'a strictement aucun droit sur les Daleks euh, depuis 63. Mhm. À tel point que même en 67, Terry Nation avait retiré les droits des Daleks à la BBC. Ce qui fait que entre 67 et début des années 70, je crois, la BBC ne pouvait même plus vendre les histoires à Ah la oui, diffusion des histoires avec les Daleks. oui. Donc ça comprenait vraiment toutes les histoires C'est avec les pour ça Daleks. que certaines ont probablement disparu. C'est d'ailleurs pour ça que certaines histoires en fait n'ont pas eu le droit à beaucoup de copies. En fait, c'est Oui. parce qu'ils pouvaient pas être vendus, comme The Mhm. Dalek Master Plan. Oui. A priori, qui a été, je crois, même diffusé dans aucun pays. À vérifier, mais il me semble qu'il n'y a eu aucune diffusion avec ça. Et donc, depuis cette époque-là, en fait, la BBC doit demander automatiquement les droits aux ayants droit de Terry Nation. Donc pendant la série classique, c'était Terry Nation, pour faire quoi que ce soit avec les Daleks, même les faire apparaître 5 minutes. Oui. Et ça a toujours marché comme ça. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les deux films avec Peter Cushing ne dépendent pas de la BBC. Oui. Parce Parce que que c'est du Terry Nation. oui, voilà, c'est lié à Terry Nation. Ce n'est pas le Doctor Who de la BBC. Et il y avait un accord qui avait été fait pour utiliser la Police Box, pour utiliser le nom de Doctor Who à l'époque. Donc ce Mhm. qui fait que ça c'est réglé. Et c'est Studio Canal qui a les droits des films. Mhm. C'est d'ailleurs pour ça que d'une certaine manière ça a été plus facile pour nous d'avoir les Blu-ray 4K Oui. des films En français. Dalek en français. Parce que quand maintenant Studio Canal fait quelque chose pour un pays, Il le fait pour ils le tous. font pour tous, ils se Ouais. cassent plus la tête. Hein. Le Blu-ray qu'on a, c'est le même Blu-ray pour les Anglais et pour les Allemands. Mhm. C'est parce qu'à mon avis, aux États-Unis, ça doit être une négociation légèrement à part et dans le reste du monde aussi. Mais grosso modo, pour la France, l'Angleterre et l'Allemagne, ils se cassent pas la tête, ils produisent un master et ils changent juste l'emballage carton au-dessus. Oui. D'ailleurs, le Blu-ray est en anglais techniquement. Mais, durant les années 2000, il y a un film que t'as pas vu qui s'appelle Les Looney Tunes passent à l'attaque. Oui, parce que si, en fait, j'ai vu au moins la partie en question parce que je me souviens d'une partie à Noël où était diffusé Space Jam et Mais, à la suite les Looney Tunes partent à passe à l'action. l'attaque. Et j'avais regardé en entier Space Jam et je pense que j'avais regardé une partie des Looney Tunes et je pense me souvenir de la scène avant que je connaisse Dotoro. Mais c'est parce que la scène, quand je l'ai été la revoir après pour en me disant ah oui c'est vrai apparemment il y a les Daleks dedans, j'ai été voir la scène et je me suis dit oui la scène je la connais, c'est juste qu'à ce moment-là j'avais pas repéré les Daleks effectivement puisqu'il y a bien des Daleks dans cette scène. Et oui, alors, il y a une théorie, parce on n'a pas le détail des accords qui ont été signés entre la BBC et les ayants droit, et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, parce que avant les années 2000, il semblait pas y avoir de problème pour que la BBC utilise les Daleks, parce que les Daleks ont été utilisés dans pas mal de publicités.
en dehors de la BBC, mais en tout cas, les Daleks étaient présents, quoi. Mhm. Mais en 2003, il y a eu ce film. Et vraisemblablement, d'après ce que j'ai entendu dire, Joe Dante, quand il a produit son film, n'a pas demandé l'autorisation aux ayants droit de Terry Nation, mais a demandé l'autorisation à la BBC. Ah, ah c'est gênant. Et du coup, Apparemment, ça a dû tendre un peu les... ça a été résolu, puisque les Oui, Daleks sont quand même dans le film, hein, sinon ils auraient été coupés. Mais apparemment, en fait, c'est parce que c'était pour... d'une part, pour éviter que la BBC... En fait, ils ont voulu faire chier la BBC, grosso modo. oui. Je Ah, tu pense nous que as fait chier, on va te faire chier. Ouais. Ouais. Mais ça, ouais, c'est la théorie. C'est ça que... C'est c'est difficile de savoir toujours les accords qu'il y a parfois pour des droits, parce que c'est pas des choses en fait qui se font à porte ouverte. En fait, Oui, c'est pas... c'est toujours avec des avocats, parce que c'est toujours compliqué, c'est toujours du blabla juridique, c'est ah oui, vous avez le droit d'utiliser pour ça, ça, ça et ça. Et au final, bah, ça s'est bien terminé. Mais donc, on a failli avoir un moment, il y a peut-être une dimension parallèle dans laquelle l'épisode ne s'appelle pas Dalek, mais Toclophone. Ok. À ce point que finalement, l'accord a dû être bien fait, puisque depuis 2005 et depuis cet épisode-là, on a littéralement, systématiquement, au moins une apparition des Daleks par saison. Oui. À la limite, peut-être que justement, c'était négocié qu'il doit y avoir un épisode de Dalek par saison pour... Et à chaque fois, eh ben, il paie un petit... Au moins une apparition, Un en tout cas. petit... C'est une truc, tu vois. possibilité, honnêtement. C'est une possibilité. Moi, Parce qu'honnêtement, il y a des saisons où je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils foutent encore là, bah, quoi. je sais pas, quand tu vois la période Matt Smith, tu vois les Daleks apparaître des fois popper à des endroits, tu te dis, mais Oui, pourquoi, oui, pourquoi tu c'est fais ça, apparaître un Dalek, quoi? Ouais. En fait, il y a aussi le fait que les Daleks sont maintenant indissociables de Doctor Who. Oui. C'est un peu le deuxième personnage principal, en fait, de Ouais, la loin série. devant les Cybermen, pourtant Ouais. qui sont aussi très, très emblématiques. Mais... Cybermen qui avait été créé à l'époque pour pallier au fait qu'on pouvait pas utiliser Ouais. aux Daleks. Hein. Ouais. Hein, puisque c'est la période de Bah oui, Moonbase, on tout peut ça. pas utiliser les nazis en conserve, faut Alors, bien faut mettre des trouver d'autres communistes. nazis. Non, Des faut trouver des communistes, ouais. communistes en conserve alors. On va mettre les communistes. Enfin voilà, a priori, ce serait à cause de ce film. Mais comme toujours, bah, on n'aura jamais la réponse exacte. Le fin mot de l'histoire. Ouais, parce que c'est de la paperasse, quoi. C'est vraiment de la paperasse. Ok. C'est à peu près tout ce que je vois de dire, disons, sans rentrer vraiment dans des détails incroyables. Ouais, pour cet épisode. Ouais. Oui, sinon on peut quand même aller un peu plus loin, quand même, tu sais, je peux toujours creuser, moi. Oui, après ça va commencer à devenir lourd. Est-ce que tu te rappelles de la scène avec l'hélicoptère? Ouais, vaguement, ouais. Il y a Bad un petit Wolf, plan Bad avec Wolf. l'hélicoptère pour entendre un message à la radio, Bad Wolf. Ouais. Cette scène à la base devait être beaucoup plus longue et montrer en fait où se trouve le truc de Van Staten. Ok, oui. Ils ont Oui, fait des réductions de budget. Ouais, voilà. Histoire de rentabiliser. Autre chose que cette histoire a quand même des trucs intéressants et arrive à remettre en place les Daleks vraiment comme il faut. Ah oui. Le coup des escaliers. Oui. Il y en a Ouais, beaucoup la qui disent blague que des c'est la première fois que les Daleks Mais montent un non. escalier. Ben non, en fait c'était le cas dans la saison 25, Oui. durant la dernière histoire où ils apparaissent. Remembrance. Remembrance of the Dalek, exactement. Puisque c'est la première fois où on les voit voler, survoler un C'est escalier. juste En fait. que bon, personne l'avait revu depuis. Enfin, façon de parler, quoi. Ouais. Les gens vont oublier. C'est surtout que c'est là que tu vois que cet épisode est autant Rose est l'épisode qui réintroduit le Docteur. Attends, celui-là, ouais. Dalek, c'est vraiment pour réintroduire le Dalek dans l'univers de Doctor Who. Quoi. Mhm. C'est vraiment une nouvelle introduction. Même si tu connais pas les Daleks, en fait, bah, tu connais tout à la fin. Quoi. Mhm. Et dernière petite chose. Le plan final où tu vois le Dalek s'autodétruire a été utilisé dans le workprint de Into the Dalek qui avait fuité. Ok. Il apparaît. Et il y a une autre théorie qui dit que le Dalek ne s'est pas en fait autodétruit, mais c'est lui que l'on voit justement en fin de saison en tant qu'empereur des Daleks. Ah, ouais, d'accord. Ok. Voilà. Ça, c'était les dernières anecdotes que je peux dire sans gonfler les gens dans des détails inutiles. Oui. Je pense que c'est bon, là. Oui. On va passer maintenant au sujet de la semaine. Qu'est-ce que t'en penses? Oui.
Et donc cette semaine, tu vas nous parler de Robert Sherman? Exactement. Ah, c'est bien quand on est bien connecté. Donc, Robert Sherman, c'est forcément un scénariste dont vous avez pas forcément entendu parler si vous suivez que la nouvelle série en fait. Oui. Je crois même que toi tu connais de nom vaguement, mais tu sais pas vraiment ce qu'il a fait en fait. Je retiens pas le nom des Non, tu scénaristes. retiens pas le nom du scénariste. Mais par contre, alors ce qui est assez drôle, c'est que toi tu as déjà écouté des trucs qu'il a fait. Tout à fait. Parce que tu as écouté Jubilé. Oui, et surtout Holly Terror, Ah, Holy Terror. qui fait partie de mes audios préférés. Ouais. Bon, je l'ai écouté il y a très longtemps, Ouais, mais il faut malheureusement. que tu réécoutes. Mais on va en parler juste un tout petit peu. Je vais parler un tout petit peu du personnage. Donc, il est né en 1970, le 10 février 1970. Il a dans les 53 ans. Il est né dans le Sussex à Horsham. Ok. Je crois qu'on connaît Horsham. Je suis sûr qu'on y a déjà été Ah, en bien fait. sûr, c'était pas très loin. On y est pas... En fait, ça fait partie des villes qu'on traverse quand on va vers Brighton. Exactement, ouais. Donc, il est principalement auteur de pièces de théâtre en fait. Ah, Il a surtout officié d'ailleurs au début de sa carrière dans le théâtre. Je vais pas trop faire de pièces sur le passage de la pièce de théâtre parce qu'honnêtement, j'y connais rien. vous n'y Et connaissez rien, personne n'y connaît rien. En non, tout c'est cas, pas. pas chez nous, quoi. Ouais, c'est des. Malheureusement, le théâtre, c'est toujours très centré sur le pays même où ça se passe. Et c'est ça qui est dommage. Et c'est très rare que ça aille au-delà, quoi. Et je dirais même que le théâtre anglais et le théâtre français, c'est vraiment deux approches complètement différentes. Oui, tout à fait. C'est pas le même type de pièce qu'on voit. Mhm. Et c'est même pas du tout dans le même jeu. Moi, j'avoue que par exemple, j'ai du mal avec le théâtre français, à la française. Parce que le théâtre français reçoit beaucoup d'influence. Ben, Molière, Marivaux et Vaudeville. Ouais. Et Voilà. les Anglais, c'est Shakespeare et compagnie. Ouais. Oh, Comme la librairie. voilà. D'ailleurs, Shakespeare et compagnie, on passera devant pendant le City of Death Tour. C'est le 6 août, Oui. à partir de 11h. Place Beaubourg. Beaubourg. Donc, il a surtout œuvré dans le théâtre. Mais pour Doctor Who, il a commencé dans un truc qui va te faire marrer. Quoi, les BBV? Ouais, exactement. Ah. Son premier travail pour Doctor Who. Est-ce que c'est. Dis-moi que c'était un audio avec Essa Poil. Non, Ah, quoique. c'est Attends, décevant. non, c'était un audio, mais avec Sylvester McCoy qui s'appelle Punchline. Ok. Donc, c'était un espèce d'audio déguisé du 7ème Docteur. Oui. Ça, c'est sûr. Mais je crois pas que. Je crois pas l'avoir encore écouté d'ailleurs. Mais non, c'est pas celui avec Ace à poil. Ah. Ah, les BBV. Il a surtout aussi travaillé pour Big Finish, notamment The Holy Terror, qu'on va parler maintenant. The Chimes of Big Ben avec Paul McGann. Of Midnight. Oui, of Midnight, pardon. The Chimes of Big Ben, c'est un épisode du Prisonnier. The Chimes of Midnight avec le 8ème Docteur, donc Paul Oui. McGann. Et bien sûr, Jubilee, dont on a déjà parlé dans la section précédente. Parlons un peu de Holy Terror, parce qu'en fait, Rob Sherman en fait, se considère comme un satiriste. Oui. Et ça se sent beaucoup dans les audios qu'il a écrits. Oui, Jubilé en a un exemple, et Holy Terror est un exemple encore plus flagrant. Il faut savoir que dans Holy Terror, ils en profitent. Est-ce que c'est lui qui le crée ou pas? Non. Euh, Non, il reprend un personnage. oui, Frobisher existait déjà en comics avant. Oui, mais je pense que c'est la première apparition de Frobisher en... Ah, je suis pas Ah, je suis sûr. plus sûre. Ah, je suis pas sûr. Bref. Mais Holy Terror, je regarde juste où il se classe. C'est aussi dans le même, Oui, même c'est range, Main normalement. Range, oui. Ah oui, c'est le 14e. C'est le numéro c'est un des 14, tout là, c'est premiers. vachement tôt. Ouais, c'est un des J'avais tout premiers oublié du ça. Main Range. C'est très tôt, c'est 2000, Ouais. Holy Terror. Et donc, c'est une aventure du 6e Docteur lorsqu'il voyage avec son compagnon qui s'appelle Frobisher, qui est un métamorphe. Oui, en fait, il peut prendre l'apparence qu'il veut. Oui, mais la plupart du temps, il préfère l'apparence pingouin. Oui. Voilà. Sinon, on l'a déjà vu dans un comics, je l'ai déjà vu en deltaplane aussi. Moi, je l'ai vu en console du Tardis. Ouais, d'accord. Il se transforme en tout ce qu'il veut. Voilà. Donc, c'est Frobisher. Mm. Et lorsqu'il voyage, il est plus en pingouin. Et notamment dans cette histoire où il arrive dans une société où les gens le prennent pour un dieu. Oui, c'est ça. En fait, c'est une société très bizarre. Oui. Euh, Qui semble parfaite à première vue, tu vois. Tout est beau, tout est magnifique. Et plus tu continues l'histoire, plus
tu te rends compte qu'en fait c'est factice et c'est forcé Et c'est et en fait glauque. c'est super glauque et ça devient de plus en plus glauque. Et Jubilé est glauque, mais je trouve que Littéraire est parfois plus glauque. Ouais, non, mais en fait, c'est ça qui le rend génial, en fait. Ouais, Parce que c'est une satire, mais ça devient glauque, mais en fait, c'est glauque bien, c'est pas glauque où ça oui, te dégoûte, en fait. non, C'est non, vraiment. non. Non, parce que, comment, en fait, ah oui, effectivement, ils prennent le pingouin pour un dieu. À un moment donné, c'est hyper drôle sur le début, quand ils se mettent à dire Oh, hail Frobisher! Oh, hail the big talking bird! Ouais, Super. Sauf que bah, comme dans tous les cultes, ils prennent un virage fondamentaliste un petit peu rapide. ouais. Voilà. Et extrémiste, voilà, ça va rapidement dans le glauque, dans le sens, ouais, référence à ce qui peut se passer en vrai, parfois Ouais. dans certains cultes, on va dire. Alors, apparemment, oui, c'est bien la première histoire audio de Frobisher. Oui, ça, je m'en souvenais, Ouais, hein. de toute façon, 14, c'est normal que soit. C'est vachement tôt, quoi. Mm. 14. On l'a en CD d'ailleurs. Je Tout sais à pas si fait. tu ne l'avais pas fait Si, si, dédicacer si, celui-là. si, Hein. Ah oui, il est il est dédicacé par dédicacé. Colin Baker. Encore une histoire de Colin Baker. Franchement, Colin Baker en audio, Là, c'est ça top. rock du poney. Voilà. Et par contre, je trouve, effectivement, il est compliqué. Non, il n'est pas tellement compliqué, honnêtement, ça fait partie des audios avec lesquels vous pourriez commencer, Ouais, c'est je juste considère. comme il est glauque. Voilà, ça dépend de votre humeur. Là, c'est plus une Ouais, question voilà. d'humeur, mais complexifié. Il n'est pas ultra complexe comme Jubilé. Non, c'est ça. Donc voilà, ça dépend si vous êtes d'humeur à avoir une satire. Satire, ça peut être intéressant. Ouais, honnêtement, oui. The Chimps of Midnight, une aventure du 8e Docteur. Celle-là, je ne l'ai pas écoutée, je crois Moi que non toi plus. non plus. Non, parce que j'ai quasiment réécouté le huitième. Moi, j'ai écouté son main range et je me rappelle pas de l'avoir. Enfin, son range, mais je me rappelle pas de l'avoir qui soit. Je vais juste regarder dans quoi il est. Parce que je ne me rappelle pas qu'il soit dans son range à lui. Je pense qu'il est dans le main range. Oui, il est en 29e place. Et je crois qu'on l'a par contre, celui-là, il me semble. Non? Ça me dit rien du tout. Non, non, je pense pas qu'on l'ait. Celui-là, apparemment, est Par aussi contre, très bien. Season of Fair qui suit, je suis sûre que je l'ai écouté. Celui-là, tu l'as écouté. Côté littérature, parce qu'en fait, il a surtout écrit. Ouais. Il a écrit pour les 10th Doctor Adventure, The Frozen Waste, qui est en fait une histoire qui se trouve dans le recueil The Story of Martha. D'accord. Alors ce recueil-là, il est sorti et il se déroule entre les deux derniers épisodes de la saison 3. Oui, quand elle va. Quand Quand elle fait le on tour fait du son monde, en tour fait. du monde, Voilà. ouais, ok. Donc c'est un D'ailleurs, recueil ça d'histoires. m'étonne qu'il n'y ait pas eu d'histoire sur la période où. Après, il y en a peut-être eu et je m'en suis pas rendu compte. La période de Flux où Yaz et Dan sont en voyage avec le prof là. Alors, en fanfiction peut-être, Ouais, non. mais Non. officiel, il n'y a que 3 romans qui sont sortis avec Jodie Whittaker. Ah oui, c'est Et ils sont vrai. sortis en première saison. Je les ai d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais Et c'est vachement triste j'ai qu'ils pas aient encore. rien sorti d'autres en fait. En fait, je crois que c'est peut-être une question de moyens. Ouais. Parce que, bon, ils faisaient rien, parce qu'ils pouvaient rien faire, ils n'avaient pas le budget. Ouais, Et je crois que c'est aussi un manque d'intérêt. la période Chibnall et Whittaker, c'est un peu le parent pauvre de la nouvelle série, hein. Ouais, ça c'est clair. Il a écrit aussi pour les short trips. Alors, les short trips, en fait, Ah, c'était on en a des. deux, trois, non? Ah, on les a quasiment tous. Ah, c'est vrai. Coup de bol dans une boutique à Ah, Bruxelles. Bruxelles, ouais. En fait, les short trips, c'était des recueils de nouvelles qui étaient publiés par Et Big Finish. Big Finish. Voilà. Il y en a eu 3 en fait qui ont été édités par BBC Books à l'époque et ensuite Big Finish a édité en reprenant le même titre. D'accord. Sur le BBC Books, c'est facile, c'est Short Trips, More Short Trips. Et le troisième, c'est un truc aussi qui tourne autour de ça. Il a écrit une histoire pour le Doctor Who Annual et aussi pour le Doctor Who Storybook. Sinon, c'est surtout pour Big Finish. Il a écrit Cherzo aussi pour Big Finish. Ah, ça me dit quelque chose. Attends, c'est. Celui-là, je crois qu'on l'a. Attends, montre-moi la couverture. C'est le blanc. Il est très difficile à suivre, celui-là. Oui, justement, j'ai essayé de l'écouter, mais j'ai eu. C'est celui où il y a une toupie. Ouais. Oh, purée, j'ai rien compris. Et Non, il y a c'est- aussi My Home Private Wolfgang, qui était une histoire de... Celui-là ne me dit rien.
Il a aussi écrit en fait des aventures de Bernice Summerfield. Ouais. Il en a écrit 2. C'est en fait dans les recueils. Je me demande s'il n'y en a pas un des deux, Jay d'ailleurs. Il a écrit On Then Again et Meanwhile. Il a écrit The Maltese Penguin, encore une fois pour Big Finish. Ah, je pense que je l'ai écouté. Mais je ne l'ai pas. Mais je l'ai Celui-là, écouté. c'était un offert pour les abonnés en fait. Ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que à un moment donné, j'ai récupéré quelques fichiers, on va dire. Mm. Et je l'ai écouté, celui-là, je suis sûre. Il a écrit The Holy Terror. Donc, et surtout, il a écrit le Doctor Who Unbound Deadline. Deadline, je crois que c'est le tout premier avec un premier docteur alternatif. Ah non, c'est All Mortality. Deadline, je vais juste regarder. C'est avec le premier docteur, il me semble. Ah non, c'est avec Derek Jacobi. Je pense pas l'avoir écouté, celui-là. C'est avec. Non, moi non plus. Ah, ou aussi, mais je crois qu'il m'est sorti de la tête. Je sais plus, j'avais écouté jusqu'au troisième docteur alternatif, là, avec... où il travaille C'est le troisième. Ouais. Donc à mon avis, j'ai écouté les 3 premiers. Les autres, bah, je crois qu'on a que les 3 en fait. On a que les 3 premiers. Possible. Et Full Fathom 5, c'est le deuxième. ouais. Ouais, donc voilà, j'ai écouté les 3 premiers. Voilà. Donc Rob Sherman, honnêtement, c'est un très bon scénariste. C'est un très bon scénariste. Je dirais pas qu'il a... Enfin si. Non, honnêtement, tout se vaut. Dans tout ce qu'il a écrit, en tout cas, Tout à de tout ce fait. qu'on a écouté, tout se vaut. Je trouve pas qu'il y ait des trucs qui soient moins bons. C'est du même très bon dommage qu'il auteur. n'ait pas plus écrit pour la nouvelle série. Mais peux comprendre qu'en fait, c'est un one-shot pour lui. Il se sent pas spécialement à l'aise, je crois, avec l'écriture de série télé. Et c'est parce qu'on lui a demandé d'adapter sa propre histoire, tu vois. Ouais. Et il était content de faire, à mon avis, l'adaptation de sa propre histoire, mais qu'il n'avait pas spécialement envie de faire des histoires pour la télé. Ouais. Alors, cela dit, en 2021, et ça je le tiens de Wikipédia par contre, parce que je n'ai pas trouvé l'interview qui en parle, vu qu'il n'y a pas la notation sur Wikipédia pour une fois. Mais apparemment, dans une interview de 2021, il aurait dit qu'il avait travaillé sur la production de la saison 5. Et qu'a priori, il était parti pour écrire quelque chose, mais il a décliné. Ok. Disons que sa carrière, enfin sa vie avait un peu changé, tout ça, et qu'il se sentait pas, peut-être pas, apparemment pas à l'aise avec les autres scénaristes qu'il y avait autour de lui qui étaient de plus haut niveau, d'après D'accord. lui. Mais Steven Moffat avait laissé une porte ouverte en fait pour qu'il fasse un autre scénario. L'histoire montre que bah, c'est jamais Ça n'a pas arrivé. ouais. Avec le retour de Russell T Davies, peut-être. Mhm. On ne sait jamais. Mais sinon, après, il a à côté, il a écrit d'autres d'autres livres. D'autres books. Il a écrit ses propres livres, en fait. J'en connais aucun, mais vraiment aucun. Pas sûr qu'il y en ait qui ait été édité en français, en fait. Non, je pense pas. Si tu sais me le donner, comme ça, je regarde Ouais. vite fait. Il a écrit en fait un guide aussi sur X-Files, Millennium et The Lone Gunman, les 3 séries de l'univers Chris Carter. Ok. Il a coécrit un des bouquins, enfin même les 2 je crois, mais il y a peut-être qu'un volume, ou les 2 volumes sont sortis, parce qu'il devait y en avoir 3. C'était une série de livres qui s'appelle Running Through Corridors. En fait, c'est Rob Sherman et Toby Haddock qui se font un marathon de l'intégralité de la série. Ah, c'était eux qui faisaient ça. Ouais, je crois. Ah, ouais. Et en tout cas, il a coécrit le premier. Il me semble qu'il est dans le deuxième aussi, parce qu'il me semble que le deuxième est sorti et que la fiche Wikipédia n'est pas à jour. Et je crois pas que le troisième soit sorti. Je vais essayer de regarder les bouquins, mais il me semble pas que. Enfin, je n'en vois pas qui a été édité. Ça me dit rien en tout cas. Pas en français, en tout cas. Non. À part la novélisation de Dalek. Bah, la novélisation de Dalek est pas ressortie en français. Non, bien sûr. Mais non, mais je elle veux est dire, sortie. Elle est sortie Non, en honnêtement- anglais il n'y a pas si longtemps que ça. Apparemment, elle est très bien parce qu'il a rajouté en fait tout ce qui était absent de l'épisode. Donc les scènes coupées. J'avoue que si je le vois à Londres quand on y va, je le prendrai. Oui. Parce qu'elles sont bien, ces novélisations. C'est vachement bien d'avoir la possibilité de voir les épisodes sous une nouvelle forme en fait. D'accord. Mais la bonne nouvelle. Parce qu'en en fait, il n'y a pas tellement que ça sur internet sur Rob Sherman. Mais la bonne nouvelle, c'est que il nous a contactés. Sur Wikipédia. Non, sur Twitter. Non, sur Twitter. Sur X.
sur X. En fait, il a vu notre post. Je l'avais tagué. J'avoue, je l'avais tagué. Oui. Mais c'était pas pour qu'ils voient notre publication, mais c'était pour que les gens voient qui c'est. Oui. C'était dans l'autre sens. Et il a répondu au tweet. Et de fil en aiguille, en fait, il a accepté de faire une interview pour Il a Gay France. accepté. Oui, faut juste qu'on trouve la date, en fait. Et comment on va faire. Ok. Il préférerait que ce soit une interview en vrai. On va voir si on peut se rencontrer au moment où on va à Londres. Sinon, ce sera pour un peu plus tard dans l'année. Ok. Mais sinon, ce sera une interview par Skype. Ce sera une interview vidéo. Parce que je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'allais le faire dans le Gaïcast en audio uniquement. Mais Mais les je sous-titres, pense c'est à mieux. ceux... Hein. Oui, voilà, les sous-titres c'est mieux. Je pense à ceux qui ne parlent pas anglais. Et voilà, on compte faire les choses bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a priori devrait arriver cette année, j'espère. Et il va falloir qu'on prépare nos questions. Ouais, bon, les questions commencent à être prêtes. C'est pas ça le problème, c'est le fait de pouvoir se rencontrer. Oui. En fait, c'est ça, parce que aller en Angleterre, c'est pas si facile que ça. Autant en profiter de notre passage. Quoi. Ouais, on verra peut-être si ça se fait, parce qu'il faut qu'il soit disponible aussi. Parce que c'est quelqu'un d'occupé quand même. Bah oui. Donc voilà, en supplément de ce Gaycast, il y aura un de ces jours une interview, une grosse interview qui arrivera. Et si vous entendez du bruit, c'est notre imprimante qui a décidé de se mettre en marche. Toute seule. J'avais lancé une impression, elle n'a pas voulu l'imprimer au moment, elle fait toujours ça 3 heures plus tard. Oui. Systématique ça. C'est systématique. Donc voilà, c'est à peu près. C'est pas tout ce qu'il y a. J'irais pas dire, c'est tout ce qu'il y a à dire sur Rob Sherman, mais j'espère que ça vous a donné envie d'aller écouter les audios qu'il a fait. Parce que je pense que les audios, c'est vraiment la meilleure chose. Enfin, les pièces de théâtre, c'est difficile de juger, on les a pas vues. Oui. Mais c'est le meilleur moyen pour vous d'apprécier son travail. Voilà, d'aller plus loin que d'Alec d'un seul épisode. Si vous trouvez que l'épisode d'Alec est sympa, mais sans plus, honnêtement, allez écouter ce qu'il a fait chez Big Finish, parce que là, ça vous donne un meilleur exemple de ce qu'il écrit. Et vraiment, il écrit du vrai bon Doctor Who, quoi. Ouais. Voilà. Et ben, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter, sur ce Gaïka, je pense. Prochain épisode, qu'est-ce que ça va être? Je crois que c'est The Long Game. C'est une bonne question. C'est celui avec critiques de Oui, c'est des ça. trucs télé. Oui, c'est le Mighty Jagrafest Maxio Dempo, ou un truc dans le genre. Donc c'est la première apparition de Jack. Non. Non. Non, ça c'est bien plus tard. Ah non, non, t'as raison. C'est dans un petit C'est The Empty Child qui apparaît. child. Non, chose Oh là assez là. marrante, c'est le titre français de The Long Game. En fait, The Long Game, ça veut dire... c'est une façon de désigner les arnaques sur le long terme, en fait. Oui. Et ça a été traduit en français par un jeu interminable. Oui. Remarque. Il n'y a pas de jeu dans cet épisode. Non. Bref, on va parler de The Long Game. Je ne sais pas encore ce que ce sera le portrait de la semaine, parce qu'il y a le choix. Donc on fera peut-être Simon Pegg, puisque Simon Pegg apparaît dans cet épisode. Ah oui, ça pourrait être sympa, effectivement. On fera peut-être Simon Pegg, on verra, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais mis à part ça, la prochaine fois vous nous écouterez, on sera passé à Londres. On aura fait quelques vidéos à Londres, notamment est-ce que c'est facile de trouver du Doctor Who à Londres, et aussi à quel prix, et quel meilleur endroit où acheter du Doctor Who. Est-ce que tu te rends compte qu'on va pas aller jusqu'au Woo Shop? Mais non, mais le Woo Shop, c'est pas le meilleur prix du tout. Non, c'est vrai, oui. Ouais, donc autre que le Woo Shop. Autre que le Woo Shop. En tout cas, où est-ce qu'il faut acheter vos DVD? On fera des vlogs sur notre passage à Londres, vous allez voir, il y a des trucs vachement sympas. Et il y a plein de trucs qui sont prévus. Et on vous parlera aussi du City of the Tour, je pense, comment il s'est passé. S'il y avait 3 personnes, 2 personnes, s'il a plu, ou si on était 500. Voilà, rendez-vous au prochain Gallicast. Et puis, va-vous Va-vous et allez voir la saison 2 de Good Omens. aussi. Elle est vachement bien. Il y a le vite dedans.